Faire bouger les choses, s'opposer au diktat, ce n'est pas facile. Ce qui m'arrive en est une illustration. Nous ne sommes libres qu'en apparence, à l'intérieur de la cage où l'on nous a mis nos finances et notre économie sous tutelle, sans poids réel au niveau international, menacés d'être mis à l'amende si nous n'obéissons pas. La Côte d'Ivoire avait les moyens de quitter cette dépendance. Je m'apprêtais à le faire, alors, à la fin, Sarkozy a pris un gourdin. Aujourd'hui, je comprends qu'on voulait une issue brutale et définitive. On a voulu m'empêcher de poursuivre ma route. Voilà ces quelques mots de Laurent Gbagbo, écrits par M. François Matei, paix à son âme, l'écrivain d'un grand livre sur Laurent Gbagbo, qui a parlé plusieurs fois avec Laurent Gbagbo, qui l'a suivi. Après le 11 avril 2011, Laurent Gbagbo a été, selon François Matei, arrêté par les Français et il a été manu militari acheminé à La Haye, où je me trouve. 10 ans après, le 31 mars 2021, Laurent Gbagbo a été libéré. L'Afrique tout entière a exulté, a jubilé. Voilà, nous avons vaincu l'ennemi, nous avons vaincu la CPI. Est-ce vrai? Est-ce que l'Afrique a vaincu la CPI? Est-ce que l'Afrique n'est pas là dans le syndrome de l'euphorie? Est-ce que ce n'est pas la CPI qui a vaincu l'Afrique en arrêtant les présidents africains, les fils des Africains, les menottés, les amener à La Haye, en Europe? Est-ce que ce n'est pas là arrêter toute une race, l'Afrique noire, menottée, après toute cette histoire que nous avons connue avec l'Europe, c'est-à-dire l'esclavage et le colonialisme? Pour en parler, comme je vous ai promis la fois passée, nous avons un invité, professeur Issa Ndiaye, qui est professeur de philosophie et ancien ministre du Mali, qui va nous étayer un peu dans cette jungle internationale. Monsieur Issa Ndiaye, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que le syndrome de l'euphorie, que moi j'appelle syndrome de l'euphorie chez les Africains, est-ce que c'est vrai que les Africains ont vaincu la CPI après 10 ans d'arrestation de M. Laurent Gbagbo et qu'il est libéré? Est-ce qu'il est libéré? Est-ce qu'il a été déplacé pour quelques motifs? Les Africains ont raison de jubiler? Je pense que quelque part, les Africains n'ont pas tout à fait tort. C'est une belle gifle quand même qui a été donnée donc, à la CPI parce que c'est vraiment la première fois, de manière si éclatante, que les accusations qui avaient été portées contre des dirigeants africains, en l'occurrence Laurent Gbagbo et son ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, donc, quand même, ces accusations-là se sont effondrées et puis de belle manière. Parce que jusqu'ici, on a désigné Gbagbo du doigt en le proclamant coupable de tous les maux dont souffrait la Côte d'Ivoire. On avait réussi à un moment à faire croire
à pas mal d'Africains qu'il y avait une justice internationale. Mais aujourd'hui, tout le monde sait, le cas Gbagbo, en tout cas, montre de la plus belle manière comment cette justice internationale a été instrumentalisée et comment donc un chef d'État africain, en l'occurrence Gbagbo, a pu s'en sortir. Il faudrait oui. revenir un peu à cette histoire donc, de justice internationale. Oui, allez-y. Et préciser d'abord que les grandes puissances donc, qui parlent de droits de l'homme, de justice internationale et autres, en l'occurrence, je peux citer le cas des États-Unis. Les États-Unis ne sont pas membres du traité de Rome qui fonde la Cour pénale internationale. Eux-mêmes, ils ne sont pas membres de la Cour pénale internationale, mais ils sont très actifs pour que des dirigeants, surtout africains, soient jugés au niveau de la Cour pénale internationale. Il faut se rappeler du cas de, comment il s'appelle, je ne sais plus s'il est burundais ou rwandais, qui a été exfiltré donc du Rwanda par un vol américain et amené donc à la cour. Bosco Ntaganda. Bosco Ntaganda, qui a été un général, soi-disant général au Congo, dans l'armée congolaise, mais au niveau qui a fui, hein, qui a été le rebelle, le chef des rebelles de M23, et puis qui a fui pour aller au Rwanda. Il s'est présenté à l'ambassade américaine au Rwanda, et puis après, l'ambassade lui a remis entre les mains des Belges. Les Belges l'ont remis à la CPI. C'est ça. Et puis à la CPI, M. Bosco Ntaganda s'est déclaré être citoyen rwandais. Voilà. Voilà. Il y a ce cas. Il faudrait citer aussi le cas du Kenya. À la suite des élections où il y a eu beaucoup de violence, le président kenyan avait été donc inculpé. Il a fallu l'intermédiation de Londres pour qu'on puisse trouver un arrangement qui a pu permettre donc au président kenyan d'échapper aux foudres de la CPI. Mais le cas Gbagbo est assez emblématique. Je disais d'abord, les Américains n'ont jamais adhéré à la Cour pénale internationale. Pourtant, ils sont bruyants en ce qui concerne les droits de l'homme. Il faudrait que les gens répondent devant la justice internationale. Je voudrais citer aussi le cas français, en l'occurrence en ce qui concerne le Mali. Il y a un accord, donc dans les accords entre la France et le Mali, si il arrivait qu'un soldat français commette des atteintes graves aux droits de l'homme, c'est le Mali qui en répond, pas la France. Donc, il y a des accords comme ça qui ont été signés qui font que les grandes puissances trouvent toujours des astuces. Mais ce sont les Africains qui ont signé, ce sont des Maliens qui ont signé ce document-là. Ce sont des Maliens qui ont signé. Est-ce que par hasard, vous n'étiez pas ministre à l'époque? Non, c'est pendant une transition. C'est pendant pas cette transition, mais la transition précédente, signée à l'occurrence donc au temps de Dioncounda Traoré. Donc, c'est ça, les accords qui ont été signés entre la France, les accords de défense entre la France et le Mali. Et c'est dans ces accords-là que les autorités du Mali, sous pression de la France, ont été amenées à signer ces accords-là, disant que si un soldat français commettait des crimes graves aux droits de l'homme, c'est l'État du Mali qui va en prendre la responsabilité, qui va en répondre. Donc, ça veut dire qu'il y a un système international qui est fait aujourd'hui de telle manière que dans tous les cas, les Africains sont perdants. Et quand même, pour une fois, il y a le cas Gbagbo qui est là, qui fait que l'accusation qui s'est effondrée, et qui a montré comment donc, on a instrumentalisé cette justice internationale pour en faire un instrument de pression sur les États africains. Mais il faut dire qu'il y a une prise de conscience parce qu'il y a une résistance, au moins au niveau de certains États africains, notamment les États africains anglophones. Il faut se rappeler qu'il y a eu un moment, l'Afrique du Sud qui a menacé donc de sortir de ce traité de Rome
qui faisait que l'Afrique du Sud était membre de la Cour pénale internationale. Je pense qu'il y a eu d'autres cas, le cas du Soudan, de Béchir. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une dénonciation de la part des Africains de ce fait que seuls jusqu'ici, des Africains donc, ont à répondre devant la Cour pénale internationale. Il y a un cas aussi emblématique qu'il faut rappeler, c'est le cas d'Israël. Sharon, à l'époque, à la suite des massacres de Chabra et Shatila, parce que la Belgique avait, dans sa constitution, voté une loi de compétence universelle qui donnait la possibilité à l'État de Belgique d'instruire les crimes qui sont faits d'atteinte aux droits de l'homme. Et donc, Sharon avait été accusé devant le tribunal belge d'atteinte de crimes graves, de crimes graves contre l'humanité. En l'occurrence, le massacre de Chabra et Shatila, qui est assez bien connu. Et il y a eu des pressions internationales sur la Belgique. Et à l'époque, les États-Unis avaient menacé même de transférer le siège de l'OTAN de Bruxelles en Pologne. En Pologne, oui. Si la Belgique ne revenait pas sur cette loi de compétence universelle. Et cette pression a permis de faire en sorte que la Belgique est revenue sur cette loi de compétence universelle. Le dernier cas qu'il faut soulever, ça s'est passé au temps de Trump, quand la CPI s'était déclarée compétente et avait voulu enquêter sur les crimes commis par les soldats américains en Afghanistan. Trump a menacé de sanctions la CPI et a interdit d'accès au territoire américain à la Cour pénale internationale. Donc, ça veut dire qu'il y a des tas d'exemples qui montrent que les grandes puissances s'arrangent d'une manière ou d'une autre pour échapper à cette justice internationale. Et par contre, elles font pression pour traîner les Africains, notamment les chefs d'État africains, devant cette juridiction internationale. Allez-y, prof. Dire qu'il y a eu une victoire, bon, c'est certes une victoire, mais c'est une victoire momentanée parce que le rapport de force sur le plan, les lois internationales n'ont pas été changées, les rapports de force sur le plan international n'ont pas été changés. Aujourd'hui, Gbagbo attend de rentrer dans son pays, mais quand même, on a réussi donc à faire voter un troisième mandat pour Alassane Dramane Ouattara, à l'installer encore là, à faire des élections en sorte qu'il y a aujourd'hui donc un parlement aussi qui est installé en Côte d'Ivoire, en faire en sorte que Gbagbo, s'il est libéré, est obligé de rentrer dans un contexte politique en Côte d'Ivoire. Mais justement, professeur, c'est ça. Mais justement, monsieur Issa Ndiaye, c'est là mon problème. C'est là où je condamne les Africains avec leur syndrome de l'euphorie, parce que les 10 ans que l'on a arrêté Laurent Gbagbo, ces 10 ans-là permettent à la France, bien sûr, mais aussi à l'entreprise Ouattara, parce qu'il y a François Maté qui dit les Ouattara, ce ne sont pas une famille, ce n'est pas une famille, c'est une entreprise. Et cette entreprise, il le démontre très bien, les connivences des Sarkozy qui étaient déjà, depuis que les Ouattara se sont mariés en France, qui étaient avec la famille. Je dois rappeler que la femme de Ouattara, c'est une Française née en Algérie. Donc, c'est cette victoire-là que la CPI, et souvenez-vous, Sarkozy avertissait Laurent Gbagbo déjà en avance. Faites gaffe parce que vous allez vous retrouver à la CPI. Et 10 ans après, on doit jubiler, monsieur Issa Ndiaye. Oui, c'est une entreprise, mais je pense que ça va au-delà d'une entreprise. Moi, je dirais que
c'est un système de prédation de l'Afrique qui permet donc aux dirigeants du monde, notamment occidentaux, européens, et en l'occurrence, dans le cas français, dans le cas de la Côte d'Ivoire, la France, de maintenir la Côte d'Ivoire dans un système de relations politiques, économiques, géostratégiques, qui fait que éternellement, donc, ce qui se passe en Côte d'Ivoire se fait sous le contrôle de la France. Aujourd'hui, on parle donc du respect de la Constitution, mais on a violé la Constitution ivoirienne, non seulement en arrêtant Gbagbo et en l'extradant comme on l'a fait au niveau de la CPI, mais aussi en changeant les règles du jeu, en fabriquant de toutes pièces un troisième mandat en violation de la Constitution ivoirienne, en organisant des élections en violation de la Constitution ivoirienne, et de faire en sorte que les forces politiques favorables donc à ce diktat français puissent se maintenir encore au pouvoir des décennies durant. C'est ça qui fait que on est en droit de se poser la question de savoir est-ce qu'il y a lieu de jubiler? Est-ce qu'on n'est pas sorti d'un piège pour tomber dans un autre piège qui est plus global et stratégique cette fois-ci et qui ne concerne pas que la Côte d'Ivoire, qui concerne toute l'Afrique. Donc, il est temps, donc, à mon avis, que les Africains donc, analysent bien la situation et voient quelles sont les voies et les moyens de se défaire de ce système mondial de prédation qui font qu'ils sont éternellement condamnés. Et quels sont ces moyens? Quelles sont ces voies et moyens pour sortir de cette machine internationale? D'ailleurs, j'ai un livre ici de Stéphanie Maupas, qui dit, voilà, le grand roman de la Cour pénale internationale. Elle parle là-bas dedans de certains prisonniers qui sont des messagers, certains prisonniers qui arrivent là-bas. Il y a des visites où les gens viennent pour négocier des pouvoirs, on ne sait pas. Il parle même de Bosco Ntaganda qui est arrêté, qui s'est présenté lui-même à Kigali, qu'on amène ici. Ben, peut-être c'est pour donner des messages, pour négocier avec Jean-Pierre Bemba, qui lui, oui, Jean-Pierre Bemba, congolais, mais qui a été arrêté pour le cas de la République centrafricaine. Est-ce que quels sont ces voies et moyens? Oui, ça veut dire qu'il y a un jeu international qui est là, qui est mis en place et qui donne souvent l'illusion aux Africains qu'il existe une justice internationale. Et on y a cru à un certain moment, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'on se trouve en fait piégé. Aujourd'hui, donc, la CPI est obligée de lâcher du lest. Il faut dire aussi qu'entre-temps, donc, en ce qui concerne notamment le jeu français en Afrique, il y a ces différents procès qui ont été ouverts à l'encontre de Sarkozy, notamment en ce qui concerne le cas libyen, et qui montrent clairement donc, comment l'intervention occidentale à Libye a été instrumentalisée. Et là encore, on a prétendu libérer un peuple, le peuple libyen en l'occurrence, mais on sait aujourd'hui ce qui s'est passé en Libye et toute cette tragédie qui s'est passée et dont les conséquences donc, se font sentir aujourd'hui dans le Sahel. Le cas malien est une illustration parfaite de ces aventures militaro-néocoloniales qu'on a vues dans le cas de la Libye et qui ont permis donc, de créer donc, le désordre qu'on appelle la lutte contre le terrorisme aujourd'hui dans le Sahel et qui justifie la présence de la plupart des armées européennes aujourd'hui. Donc, il faudrait que les Africains se posent la question de savoir est-ce que la bonne position n'était pas cette position à un moment qui avait commencé à émerger au niveau dans la tête de certains dirigeants africains, de se dire que l'Afrique n'a rien à faire. De quitter en bloc la CPI, la Cour pénale internationale. Comme le Burundi l'a fait, le Kenya, mais
Après, plus rien. Oui, s'il y a une justice à créer, peut-être qu'il faudrait créer une justice au, au niveau africain. Donc, il y a cette question-là de véritables chantiers d'indépendance, de construction donc d'un périmètre d'indépendance et de souveraineté des États africains à l'échelle du monde. Donc, est-ce que cela peut se faire dans le cadre du système mondial actuel? J'aurais tendance à dire non. Mais c'est seulement donc au niveau de certains pays que cette prise de conscience est en train de se faire. On peut citer là encore le cas de l'Iran, où l'Iran tient tête à un système mondial qui a voulu imposer, donc dans le cadre des négociations à 5 avec l'Iran, des accords que les Américains ont été les premiers à violer, comme ils le font assez souvent, et que maintenant l'Iran est en train de dire ça suffit. On n'est plus disposé à accepter vos dictats. Et quand les Européens aussi sont en train donc d'inventer des astuces pour ramener l'Iran dans le champ, ils disent non, commencez d'abord par respecter les engagements que vous aviez pris. Donc, on peut dire qu'il y a un certain rapport de force qui est en train de se développer au Moyen-Orient, qui doit servir de leçon aux pays africains pour montrer que ce qui nous arrive aujourd'hui n'est pas une fatalité. Si Gbagbo a pu s'en échapper, parce qu'il y a eu une mobilisation africaine. Donc, seule la mobilisation des Africains va leur permettre de construire un État, j'allais dire un espace de souveraineté de plus en plus élargi à l'échelle internationale pour développer un rapport de force qui fait que les Africains auront leur mot à dire en ce qui concerne leur destin. Donc, le fait de se précipiter dans des organisations internationales qui ne sont pas faites pour nous et qui sont des pièges qui sont plutôt des pièges mortels pour nous, doit nous amener à réfléchir. Donc, le cas Gbagbo en est l'illustration parfaite. Oui, prof, vous savez, moi, ce qui m'intrigue dans cette histoire, où moi-même, je ne vais pas me laisser faire, c'est-à-dire que on peut arrêter tout le monde, on peut arrêter tout, mais on ne va pas arrêter ma parole et ma pensée. Mais ce que je voudrais dire, professeur Issa Ndiaye, c'est que Henry Kissinger, qui était un grand diplomate américain, a dit à un moment donné que l'on ne peut pas laisser le pétrole étant un élément stratégique entre les mains des Arabes. Donc, on fera tout pour arracher ce pétrole-là. C'est ce que Sarkozy a fait avec Kadhafi. Et tout ce qu'il y a comme procès de Kadhafi avec Sarkozy à Paris et consorts, ça ne va pas nous ramener la stabilité en Libye. Et les 10 ans passés à la CPI ne vont pas nous ramener la situation stable en Côte d'Ivoire, et ainsi de suite, ainsi de suite. Pour continuer dans ce sens-là, ma petite fille que qui est née ici aux Pays-Bas, quand je lui parle de toute cette complicité des choses, elle me dit, mais papa, écoutez, mais vous êtes 54 pays africains, 1 milliard d'habitants, vous vous laissez faire et vous pleurnichez. Qu'est-ce que vous lui répondez, prof? Oui, je pense que c'est ça la responsabilité des Africains. On s'est laissé piéger dans un système mondial qui nous est défavorable. On le sait qui nous est défavorable, mais jusqu'ici, l'Occident a pu trouver donc, en la personne de certains dirigeants africains j'allais dire donc, des agents en quelque sorte qu'elle manipule à l'occasion pour se prévaloir d'une certaine donc, légitimité internationale. Or, aujourd'hui, cet ordre mondial qui est construit donc à notre détriment. Et on ne peut pas continuer donc, dans cet ordre mondial. Il y a lieu de le changer. Je dis qu'il y a une prise de conscience
qui a commencé à germer quelque part. Le pétrole du Moyen-Orient, maintenant, les peuples sont en train de se battre là-bas pour que ce pétrole du Moyen-Orient revienne effectivement au peuple du Moyen-Orient. Il y a aussi des mouvements qui se font jour en Amérique latine qui font qu'on refuse le diktat qui était imposé par les États-Unis tendant à faire de l'espace latino-américain un monde sous domination donc, américaine. Donc, il y a des lignes qui sont en train de bouger. Il y a des lignes qui sont en train aussi de bouger dans certains États africains, mais on peut dire que dans les États francophones, c'est le statu quo. Il y a eu quelques tentatives de secouer cet ordre-là. Et le cas du Rwanda aussi est lui aussi emblématique. Aujourd'hui, qui fait que quelqu'un comme Paul Kagame est arrivé à se faire entendre. Et si aujourd'hui, il y a une commission française d'historiens français qui disent oui, il y a eu ça au Rwanda, c'est parce qu'il y a eu des dirigeants rwandais qui ont dénoncé ces génocides-là. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il y a une certaine responsabilité de la part des Africains. La génération d'Africains que nous sommes est en train petit à petit, notamment au niveau de la jeunesse, de prendre conscience de l'impossibilité de la situation dans laquelle on se trouve. Et surtout de dire à nos dirigeants, ça c'est notre responsabilité. Il va falloir qu'à l'orée de la nouvelle génération, ce rapport de force à l'échelle internationale change. Je pense qu'il y a des frémissements dans ce sens et la libération de Gbagbo est intervenue dans ce créneau. Brandir comme une victoire, bon, ce n'est pas une victoire totale, mais c'est un indice qui permet de comprendre qu'il y a une prise de conscience de la part des Africains qui ne sont plus disposés à se laisser faire et accepter l'ordre mondial tel qu'il est fait. Donc, des changements vont venir, mais encore faut-il que la jeunesse africaine en prenne largement conscience, se dise que tout est possible à condition qu'elle s'engage véritablement pour l'Afrique. Est-ce que aujourd'hui, cette année, c'est la République démocratique du Congo qui gère l'Union africaine, en la personne du président Félix Tshisekedi de la RDC. Est-ce que vous pouvez dire au président Tshisekedi de plaider pour la décentralisation de la CPI, de la Cour pénale internationale? Par exemple, on a vu, Arusha, c'est une région, une zone d'organisation internationale. On a vu le tribunal du Rwanda être siégé là-bas, sur place. Et il y a d'autres organisations internationales. Pourquoi ne pas juger les Africains en Afrique? Est-ce que... Non seulement ça, juger les Africains en Afrique, je pense que c'est une nécessité. Il faut sortir donc de ces camisoles de force à l'international où on nous impose donc des institutions et des solutions qui ne nous sont pas favorables. Je pense que l'Afrique doit songer à créer ses propres institutions judiciaires. Évidemment, on peut dire qu'il y a des institutions africaines, mais quelqu'un copié sur le modèle occidental. Moi, je plaiderais, par exemple, pour il y a ce qu'on appelait, dans le cas du Rwanda, des Gadshersa, des espèces de tribunaux populaires. On peut remonter plus loin et voir au temps de Sankara aussi qu'il y a eu ces tribunaux populaires dans le cas du Burkina Faso qui ont réglé un certain nombre de problèmes. Donc, pourquoi ne pas nous inspirer de ces possibilités d'institutions africaines où ce sont des peuples africains qui vont avoir à juger des Africains? Et je pense qu'il est temps de sortir des modèles occidentaux parce que c'est ce qu'on développe à tout point de vue, des modèles économiques, des modèles politiques, des modèles institutionnels. Je pense qu'il est temps de revisiter tous ces modèles. Se dire que l'Afrique a une histoire, un chemin à parcourir. Il y a des modèles endogènes, une histoire endogène, des exemples endogènes qui doivent pouvoir nous inspirer. Ce n'est pas tout le temps en essayant de voir
de copier ce qui se fait à l'international qui serait la solution. Mais vous me faites penser à Thomas Sankara qui un jour faisait son discours en disant, voilà, nous devons décider de ne pas payer cette dette en bloc parce que si moi je décide seul, demain, je serai mort. Absolument. Et est-ce qu'il y a des Africains, si on leur dit par le président Félix Tshisekedi, voilà, on va faire ça au niveau de l'Union européenne et l'Union africaine, est-ce qu'il y a des Africains qui ne vont pas bouder en se disant, voilà, bon, nous, ça ne va pas marcher. Ça ne marchera jamais au niveau des seuls chefs d'État africains. Mm-hmm. Je pense que c'est une initiative qui doit émaner des peuples africains. Il faudrait une dynamique comme dans le cadre d'un mouvement panafricaniste à l'échelle africaine qui impose des pistes de solutions à nos États. Si Tshisekedi décide de le faire, ce sera comme Sankara, au bout d'un certain temps, il ne sera plus là pour le dire. Mm-hmm. Donc, ce sont des projets qui sont à faire porter par des peuples, mais des peuples unis au-delà des frontières de nos différents États. Mm-hmm. Je pense que la seule manière, la seule façon pour les Africains de s'en sortir, c'est de se donner les mains au-delà des frontières et de créer une dynamique. Même les constructions politiques que nous sommes en train de... Moi, je me rappelle, par exemple, à l'échelle de notre sous-région en Afrique occidentale, mm-hmm. que les luttes d'indépendance ont été menées par un grand parti africain qui s'appelait le RDA, le Rassemblement démocratique africain. Et il existait en Côte d'Ivoire, il existait au Burkina Faso, il existait même en République centrafricaine, mm-hmm. etc. Donc, c'est des projets de ce genre portés au-delà donc des États africains actuels qui peuvent dessiner des alternatives. Ça veut dire que c'est grâce à une prise de conscience généralisée au niveau de la jeunesse africaine que nous arriverons à faire évoluer les rapports de force à l'échelle internationale en notre faveur. Mais ce ne sont pas les États africains qui les changeront. Mais cette jeunesse africaine, M. Issa Ndiaye, on voit qu'elle est mêlée, elle est organisée sous des associations, des fondations, mais qui sont financées. C'est pas ça la solution. Par les mêmes organismes internationaux. Et les réseaux sociaux, par les Soros, comme on a vu au Sénégal, comme on a vu au Burkina Faso. C'est partout. Comme on a vu au Congo, etc. Ces jeunesses africaines, ils te disent, ils utilisent même un terme, ils te disent des animateurs de ces réseaux sociaux, mais ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas ça du tout la solution. Je pense qu'il faut que cette jeunesse-là fasse jonction avec les peuples africains. Les peuples africains, c'est pas souvent dans nos capitales. Mais pourquoi les gouvernements africains ne soutiennent pas cette jeunesse, ne payent pas, ne financent pas cette jeunesse, professeur? Parce que si on regarde toutes les organisations des droits de l'homme ici, les journalistes en Europe ou en Occident, ils sont financés aussi par leur propre gouvernement. Pourquoi les gouvernements africains ne financent pas leur jeunesse? La plupart ne peuvent pas le faire parce qu'ils ne répondent pas à leur peuple. Ils répondent donc avec des exigences extérieures par rapport à nos pays. C'est ça le problème. Donc la question fondamentale de l'Afrique aujourd'hui est la question de la souveraineté des États africains. Tant que nous n'aurons pas des États souverains, nous ne serons pas à même donc d'initier ces impulsions-là. C'est pourquoi j'ai dit, ce projet-là, pour qu'il puisse aboutir, doit être porté par les peuples africains. Et fondamentalement par les peuples africains. Et ce ne sont pas, il ne faut pas s'attendre à des financements ni extérieurs, ni de la part de nos États africains. Donc nous avons une jeunesse qui est financée par l'extérieur, nous avons les institutions qui sont financées par l'extérieur, les armées qui sont financées par l'extérieur, nous avons l'Union africaine. L'Union africaine. Oui, je me rappelle même de Hillary Clinton, à l'époque ministre des Affaires étrangères, à l'époque où on a attaqué la Libye, qui est venue faire un discours au niveau de l'Union africaine en se disant « Je sais que vous vous faites des soucis sur qui va financer l'Union africaine dans l'avenir, nous allons le faire. » Parce que Kadhafi finançait
en grande partie l'Union africaine. Donc, tout ça, c'est un cercle vicieux où on se trouve, on ne sait pas comment Absolument. y sortir. Absolument, absolument. Je pense que seules des dynamiques populaires peuvent nous amener à nous en sortir. Parce qu'il y a non seulement la construction d'un système mondial, mais il y a la construction aussi à l'échelle africaine d'un système qui fait que l'Afrique est sous contrôle des grandes puissances. Donc, il y a ces liens-là qu'il faut briser. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il ne faut pas compter sur ces gouvernements qui sont mis en place. Vous voyez le cas de la Côte d'Ivoire. C'est un exemple assez illustratif. Ce sont des modèles de ce genre-là qui existent à l'échelle africaine. C'est pourquoi je dis la seule porte de sortie, ce sont des dynamiques populaires. Mais ce sont des dynamiques populaires qu'il ne faut pas construire à partir de cette jeunesse citadine, que cette jeunesse citadine est souvent branchée. Je pense que le modèle, c'est le modèle qu'on lui sert à l'échelle internationale et sur les réseaux sociaux. Or, ce modèle-là, au contraire, contribue à mieux la pervertir en quelque sorte. Donc, il y a une nécessité de se ressourcer. Comment se ressourcer? Je pense qu'il faut de plus en plus regarder à l'intérieur de nos pays, notamment dans les campagnes, dans les périphéries urbaines, où il y a d'autres réalités. La véritable Afrique, ce n'est pas dans les capitales africaines, c'est dans les campagnes africaines et dans les périphéries urbaines. C'est là donc qu'il y a les véritables mouvements sociaux qui sont en train de frémir, qui pour l'instant se battent simplement pour la survie quotidienne. Il faudrait que ces questions de survie quotidienne deviennent des enjeux stratégiques au niveau des États africains. Je pense qu'il y a tout un travail à faire. Et des intellectuels africains, comme vous et nous, etc., des jeunes Africains qui prennent conscience donc de ces défis-là, peuvent amener donc à explorer ces champs de vue. Ce n'est pas en comptant sur l'Europe qu'on s'en sortira. C'est une illusion. La toute dernière remarque ou question, c'est que est-ce que, comme on avait commencé avec le syndrome de l'euphorie, Monsieur Issa Ndiaye, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux Africains par rapport à cet enthousiasme, à cet excès d'enthousiasme sans analyse, à ce syndrome de l'euphorie? Qu'est-ce qu'il faut faire? La lucidité ou je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez à dire à toute cette Afrique, mais aussi à nos amis occidentaux, parce que les Occidentaux, on parle là comme si c'était tout le monde, mais il y a la population qui est aussi parfois avec le peuple africain. Bien sûr, bien sûr. Je pense que d'abord, il faut saluer cette libération de Gbagbo. C'est un moment de victoire. Je pense que ça doit pouvoir permettre aux Africains de se dire que tout est possible si nous acceptons de nous battre, de nous confronter à ce système mondial. Deuxièmement, il faut souligner aussi que cette victoire a été possible grâce aussi à l'appui des forces démocratiques en Europe, qui ont aussi soutenu ce combat-là, qui ont dénoncé ces injustices dont sont victimes donc les pays africains. Donc, il y a une solidarité non seulement à construire au niveau de nos pays, à l'échelle africaine et aussi à l'échelle internationale pour pouvoir créer une dynamique de résistance populaire face donc à la domination de ce système mondial-là qui essaie de nous imposer des solutions qui ne mènent nulle part. Donc, c'est l'occasion pour la jeunesse africaine de prendre conscience que c'est possible de s'en sortir, à condition que nous ayons foi en nous-mêmes, que nous ayons confiance et que nous disions que nous sommes amenés à bâtir un autre système différent du système mondial actuel. Et que nous ne pouvons pas le faire donc, sans créer cette solidarité d'abord à l'échelle nationale, à l'échelle africaine, et cette solidarité des peuples pour basculer ce système injuste de domination et de prédation à l'échelle internationale. Ce qui est arrivé à Gbagbo, c'est ce qui est arrivé auparavant à Lumumba, c'est ce qui est arrivé à Kwame Nkrumah, c'est ce qui est arrivé à Modibo Keïta.
C'est ce qui est arrivé à Thomas Sankara et j'en passe. Et c'est ce qui risque d'arriver à d'autres qui vont essayer de résister contre ce système mondial. Mais c'est une bataille à mener. Il faudrait donc que les Africains soient debout et prennent conscience du fait que personne ne viendra les sauver à leur place. Merci. Merci, monsieur Issa Ndiaye. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien, de cette grande interview chez Moambi International Network. Nous allons vous revenir dans le prochain jour, prochaine semaine, pour parler encore une fois de la situation mondiale. Ça, c'était le syndrome de l'euphorie que nous avons traité aujourd'hui. Merci pour votre temps. C'est moi qui vous remercie. OK. Mesdames et messieurs, c'était ça la grande interview chez Moambi International Network, le syndrome de l'euphorie. Si vous avez des questions pour le professeur Issa Ndiaye, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des propositions à nous faire, n'hésitez pas à le faire. Nous sommes là pour vous, pour l'éveil de la conscience africaine, nationale, mais aussi la conscience mondiale avec le peuple, pas avec les politiques, parce que les politiques sont là pour leurs propres intérêts. Mesdames et messieurs, bonne soirée chez vous.